Mon père a exigé que je cède ma maison à mon frère, parce que sa petite amie est tombée enceinte, et qu'il allait bientôt être père. J'ai dit que j'y réfléchirais, puis je suis rentré chez moi, j'ai changé les serrures, et j'ai coupé tout contact. Je ne vais pas prétendre que j'ai grandi dans une situation familiale horrible. Mes parents n'étaient pas maltraitants, ou quoi que ce soit de ce genre. Ils m'ont nourri, m'ont habillé, et ont veillé à ce que j'aille à l'école. L'essentiel était assuré. Mais voici le problème avec l'essentiel. C'est, tout simplement, la base. Et quand vous êtes le deuxième enfant, dans une famille où l'aîné ne peut rien faire de mal, l'essentiel est à peu près tout ce que vous obtiendrez. Mon frère, Andrew, a 3 ans de plus que moi. L'enfant chéri n'est même pas suffisant pour le décrire. Ce type pourrait rater un bol de céréales, et mes parents trouveraient le moyen de blâmer la cuillère. Pendant ce temps, je pouvais réussir un examen haut la main, et obtenir un simple « c'est bien, mon chéri », pendant qu'il planifiait le prochain grand événement de la vie d'Andrew. C'était toujours comme ça. Ça l'a toujours été. Vous voulez des exemples? Bien sûr. Quand j'avais 12 ans et qu'Andrew en avait 15, nous voulions tous les deux des vélos. J'ai économisé l'argent de mon anniversaire, et j'ai fait des corvées supplémentaires pendant 3 mois. Je me suis acheté un vélo d'occasion, chez un voisin, pour 40 €. Andrew a mentionné qu'il en voulait un, et papa l'a emmené au magasin de vélos, le week-end suivant. Il est rentré avec un VTT à 500 €. Quand j'ai demandé pourquoi Andrew avait eu un vélo neuf, papa a répondu qu'Andrew avait besoin d'un moyen de transport fiable. Moi, je roulais sur un vélo avec des pneus dépareillés. Au lycée. J'ai été sur le tableau d'honneur à chaque semestre. Andrew passait de justesse dans la plupart de ses cours, mais il était populaire, donc c'était ce qui comptait. Quand il a eu un C en anglais, ils lui ont engagé un tuteur. Quand j'ai eu un B en chimie, mon seul B, maman m'a dit que je devais étudier plus dur. Je ne suis pas amer à ce sujet, ni rien de ce genre. D'accord, peut-être que je l'étais quand j'étais plus jeune, mais arrivé à la vingtaine, j'avais plus ou moins accepté que c'était simplement comme ça. Certaines familles ont des favoris. La mienne en avait un. Andrew recevait l'attention, les éloges, et l'aide financière, chaque fois qu'il en avait besoin. Moi, je suis devenu très doué pour me débrouiller tout seul. Et honnêtement, cela a fini par être la meilleure affaire, car, pendant qu'Andrew apprenait que quelqu'un viendrait toujours le tirer d'affaire, j'ai appris à résoudre réellement les problèmes. Après le lycée, je suis allé dans un collège communautaire, que j'ai payé moi-même, en travaillant de nuit dans un entrepôt d'expédition. Ce n'était pas glamour, mais ça couvrait les frais de scolarité, et ça me nourrissait. Le travail à l'entrepôt était brutal. De 22 h à 6 h du matin, à charger et décharger des camions, mais c'était payé 12 € l'heure, ce qui était suffisant pour couvrir les frais de scolarité et le loyer. Andrew est allé dans une université de 4 ans, à 2 États de là. Tous frais payés par maman et papa. Nouvelle voiture, argent de poche, la totale. Quand j'ai demandé s'il pouvait m'aider pour mes livres, un semestre, juste les livres, même pas les frais de scolarité, papa m'a dit que travailler pour obtenir ce que je voulais me forgerait le caractère. Le caractère, n'est-ce pas? J'ai terminé mon diplôme de 2 ans, et j'ai obtenu un poste d'expert en sinistre. J'ai commencé au bas de l'échelle, et j'ai gravi les échelons. Je vivais dans un appartement exigu, avec 2 colocataires qui ne nettoyaient jamais la salle de bain. Je conduisais une voiture qui avait plus de problèmes qu'un magazine People. Mais j'économisais. Chaque mois, je mettais de côté tout ce que je pouvais. Certains mois, c'était 50 €. D'autres mois, c'était 300 €. Mon objectif était clair. Je voulais être propriétaire d'une maison, avant d'avoir 30 ans. Tout le monde me disait que c'était impossible. Même le conseiller financier de ma banque a eu l'air sceptique, quand je l'ai interrogé sur les programmes pour les primo-accédants. Mais je l'ai fait quand même. J'ai réduit toutes les dépenses possibles. Je préparais mes déjeuners, au lieu de les acheter. Je restais à la maison le week-end, pendant que tout le monde sortait. J'ai regardé mon compte chèque grandir lentement, douloureusement lentement, mais il grandissait. Andrew, pendant ce temps, passait d'un emploi à l'autre. Il travaillait quelque part pendant 6 mois, décidait que ce n'était pas sa passion, démissionnait, et retournait vivre à la maison, le temps de trouver sa prochaine étape. C'est arrivé 4 fois en 5 ans. À chaque fois,
maman et papa l'accueillaient à bras ouverts. Ils ne lui faisaient pas payer de loyer. Ils le laissaient manger leur nourriture, pendant qu'il se cherchait. À 25 ans, j'avais près de 40 000 € d'économie. J'ai commencé à chercher sérieusement des maisons. Tout était, soit bien au-delà de mes moyens, soit dans des quartiers où l'on entendait constamment des sirènes. Puis, je l'ai trouvée. Une maison de plein pied de 3 chambres, à 40 minutes de la ville. Elle avait besoin de travaux, mais elle était structurellement saine. J'ai offert le prix demandé, moins 5 000 €. Ils ont fait une contre-offre à moins 2 000 €. J'ai accepté, j'ai versé 20% d'acompte, et soudain, j'étais propriétaire. J'avais 27 ans, et je possédais une maison. Personne ne m'a aidé. Personne ne m'a donné 1 euro. J'en avais gagné chaque parcelle. Maman et papa sont venus la voir une fois. Une seule fois. Ils en ont fait le tour, ont fait quelques commentaires sur la quantité de travail qu'elle nécessitait, et sont partis au bout de 20 minutes. Papa a mentionné que c'était assez loin de chez eux. Et c'est tout. Pas de félicitations. Pas de « nous sommes fiers de toi ». Juste des observations sur ce qui n'allait pas, mais peu importe. Je ne l'ai pas acheté pour eux. Je l'ai acheté pour moi. Et j'adorais cette maison. Chaque plancher qui grince, chaque angle bizarre dans la cuisine, chaque courant d'air qui passait par les fenêtres en hiver, tout cela était à moi. Je l'avais gagné. Personne ne me l'avait donné. Personne ne m'avait aidé à l'obtenir. Et personne ne pouvait me l'enlever. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Avance rapide de 3 ans. J'ai 30 ans. La maison est en très bon état maintenant, et j'ai accumulé un solide capital. Le quartier est devenu plus agréable. Quelques familles ont emménagé. La valeur des propriétés a augmenté. Toute la zone se développe. Ma petite maison à rénover, que j'avais achetée pour une bouchée de pain, vaut maintenant environ 60% de plus que ce que j'ai payé. Non pas que je prévoyais de vendre. Je m'y plaisais. J'y avais pris racine. Andrew, pendant ces 3 mêmes années, avait vécu avec sa petite amie, dans une location à l'autre bout de la ville. Un endroit sympa, bien plus agréable que ce par quoi j'avais commencé, mais le loyer ne cessait d'augmenter, et il se plaignait sans cesse de jeter l'argent par les fenêtres. Il travaillait dans la vente, chez un concessionnaire automobile, et s'en sortait bien, je suppose, mais rien de spectaculaire. Sa petite amie travaillait dans un salon de beauté. À eux deux, ils gagnaient bien leur vie, mais ils dépensaient aussi beaucoup. De beaux vêtements, de nouveaux téléphones chaque année, des voyages le week-end, manger au restaurant constamment, aucune discipline financière. Puis, sa petite amie est tombée enceinte. Soudain, Andrew a décidé qu'il devait devenir propriétaire. Il ne le voulait pas, il en avait le besoin, car apparemment, on ne peut pas élever un enfant dans un appartement. Une nouvelle pour les millions de personnes qui le font. Mais bon, il a commencé à chercher une maison. Il s'est vite rendu compte que tout ce qui était dans ses prix se trouvait, soit dans un quartier terrible, soit nécessitait des travaux massifs. Tout ce qui était prêt à habiter était bien au-dessus de ses moyens, surtout avec un bébé en route. Sa petite amie avait des opinions très arrêtées, sur le type de maison dans laquelle elle voulait ramener leur bébé. C'est devenu toute une histoire. J'ai entendu parler de tout cela par maman, qui m'appelait chaque semaine, avec des mises à jour sur la recherche de maison d'Andrew, comme si j'étais censé être aussi investi qu'elle. Elle s'éternisait sur le stress que c'était pour lui, sur la difficulté de trouver le bon endroit, sur la cherté de la vie. Je faisais des bruits compatissants, et je reprenais le cours de ma vie. Puis, un dimanche, j'ai reçu un appel de papa. Il voulait savoir si je pouvais venir dîner, ce soir-là. Une réunion de famille, l'appelait il. Il a dit que c'était important. J'aurais dû le deviner, à ce moment-là. Ma famille ne fait pas de réunion de famille, à moins que quelqu'un ne veuille quelque chose. Mais j'y suis allé quand même, principalement parce que j'étais curieux de savoir quelle nouvelle absurdité se préparait. Je suis arrivé à 18h. Maman avait préparé un rôti. La belle vaisselle était sortie, celle qu'elle n'utilise que pour les fêtes, ou quand elle essaie d'impressionner quelqu'un. Andrew était déjà là avec sa petite amie, qui s'appelait Bethany. Elle était enceinte d'environ 6 mois, et ça se voyait vraiment, portant l'une de ses robes de grossesse fluide. Tout le monde était bizarrement joyeux. Trop joyeux.
Le genre de joie qui déclenche vos sonnettes d'alarme. Maman m'a serré dans ses bras quand je suis entré, ce qui était inhabituel. Papa m'a serré la main fermement, ce qui était également inhabituel. Andrew m'a fait un drôle de demi-sourire, qui semblait presque désolé. Il se passait définitivement quelque chose. Nous nous sommes assis, avons dîné, et fait la conversation. Le rôti était en fait très bon. Maman sait cuisiner, quand elle fait un effort. Andrew m'a parlé du bébé, de la façon dont il décorait la chambre, du nom qu'ils avaient choisi. Un nom tout à fait normal. Je ne pouvais plus m'en souvenir, 5 secondes après qu'il l'ait prononcé. J'ai hoché la tête, et j'ai fait semblant d'être intéressé. Bethany m'a montré des photos d'échographie sur son téléphone. Ces images en noir et blanc, qui ressemblent toutes à de l'art abstrait, pour moi. J'ai dit les choses appropriées. Waouh, c'est super. Ouais, je vois tout à fait le visage. Oh, ouais. C'est définitivement un pied. Pendant tout ce temps, je pouvais sentir la tension monter. Personne n'abordait le véritable sujet de cette réunion. Nous tournions tous autour du pot, en mangeant du rôti, et en faisant semblant qu'il s'agissait d'un dîner de famille normal. Puis maman a apporté le dessert, une tarte aux pommes, mon dessert préféré, qu'elle ne faisait littéralement jamais. Et c'est là que j'ai su que quelque chose se tramait. Maman ne prépare jamais mes plats préférés, à moins de vouloir quelque chose. La dernière fois qu'elle avait fait une tarte aux pommes, c'était quand elle voulait que j'aide Andrew à déménager. La fois précédente, c'était quand elle voulait que je prête mon camion à papa, pour 2 semaines. La tarte était un signal d'alarme. Papa s'est éclairci la gorge, a posé sa fourchette avec soin, comme s'il avait répété ce moment. Et voilà, on y est. Alors a-t-il dit, nous voulions te parler de quelque chose d'important. Une affaire de famille. J'y ai posé ma fourchette. D'accord. Andrew et Bethany fondent une famille, a-t-il continué, comme si je ne venais pas de passer le dîner à entendre parler exactement de cela. Ils ont besoin d'un foyer stable pour le bébé. Une vraie maison, pas un appartement. C'est vrai, ai-je dit, c'est logique. Le marché est difficile en ce moment, est intervenue maman. Tout est si cher. Ils cherchent depuis des mois, et ne trouvent rien dans leur budget, qui convienne à un bébé. J'ai regardé Andrew. Il fixait sa tarte, évitant de croiser mon regard. Intéressant. C'est dur, ai-je dit. Peut-être qu'ils ont besoin d'élargir leur rayon de recherche, ou d'envisager une maison à rénover. Eh bien, c'est justement ce dont nous voulions discuter, a déclaré papa. Il s'est penché en avant, les mains jointes, comme s'il s'apprêtait à faire une proposition commerciale. Ta maison. Elle est parfaite pour eux. J'ai cligné des yeux. D'accord. Tu y vis seul, a dit maman. 3 chambres rien que pour toi. Pendant ce temps, Andrew a besoin d'espace pour toute une famille. Donc, il devrait trouver une maison avec 3 chambres, ai-je dit lentement, comme je l'ai fait. Le truc, a dit papa, c'est que tu as acheté au bon moment. Tu as eu de la chance avec le marché. Andrew n'a pas les moyens de payer ce que tu as payé, sans parler de ce que ça vaut maintenant. Ce n'est pas de la chance, ai-je répondu. J'ai économisé pendant 6 ans. J'ai cumulé 2 emplois, certains mois. J'ai acheté ce que je pouvais me permettre, et je l'ai rénové moi-même. C'est vrai, a dit papa, en agitant la main comme si mon argument n'était pas pertinent. Mais la réalité, c'est que tu possèdes quelque chose dont Andrew a besoin, et que, dans la famille, on s'entraide. La pièce est devenue silencieuse. J'ai regardé autour de la table. Maman hochait la tête, comme si papa venait de dire quelque chose de profond. Bethany fixait son assiette. Andrew évitait toujours de croiser mon regard. Qu'est-ce que vous suggérez exactement, ai-je demandé, même si j'avais le pressentiment de le savoir. De céder la maison à Andrew, a dit papa. Aussi simple que ça. Comme s'il me demandait de lui passer le sel. Tu es célibataire. Pas d'enfant. Tu peux vivre n'importe où. Prends un appartement. Quelque chose de pratique. Andrew a besoin de cette maison, pour sa famille. J'ai carrément ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Vous voulez que je donne ma maison à Andrew? Pas donné, a corrigé maman rapidement. Nous t'aiderions avec le premier et le dernier mois de loyer, quelque part.
Un bel appartement. Je possède une maison, ai-je dit. Pourquoi est-ce que j'échangerais ça contre un appartement? Parce que ton frère en a davantage besoin, a dit papa, sa voix prenant ce ton tranchant, qu'il a quand il pense être raisonnable, et que vous êtes difficile. Il a un bébé qui arrive. Tu es établi dans ta carrière. Pas de personne à charge. Tu as les moyens de louer. J'ai les moyens de louer, justement parce que je ne le fais pas, ai-je rétorqué. Parce que je possède une maison, que j'ai achetée avec mon argent. Ce n'est qu'une maison, a dit maman. La famille est plus importante que la propriété. Alors pourquoi la famille n'aide-t-elle pas Andrew à acheter sa propre maison, ai-je demandé. Vous l'avez aidé pour l'université, aidé pour sa voiture, vous l'avez laissé vivre ici, sans payer de loyer, à plusieurs reprises. Pourquoi ne pas l'aider avec un acompte? Nous le ferions si nous le pouvions, a déclaré papa, ce qui était des balivernes, car je savais qu'ils avaient de l'argent. Mais nous ne sommes pas en position de le faire en ce moment. C'est la solution qui a le plus de sens. Pour qui, ai-je demandé. Pas pour moi. Pense au bébé, a soudainement dit Bethany. Les premiers mots qu'elle prononçait depuis 10 minutes. Tu ne veux pas que ta nièce ou ton neveu ait un bon foyer? Bien sûr, ai-je répondu. Je veux aussi avoir un foyer. De préférence, celui que j'ai acheté. Andrew a fini par prendre la parole. Allez, mec. Tu sais à quel point c'est dur en ce moment. J'essaie de faire ce qu'il faut, là. Subvenir aux besoins de ma famille. Je pensais que tu comprendrais. Je comprends que tu veux ma maison, ai-je dit. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu penses y avoir droit. Avoir droit. La voix de papa est devenue acérée. C'est ce que tu penses? C'est ton frère. Demander de l'aide, c'est penser que tout nous est dû. Demander serait une chose, ai-je précisé. Ceci est une exigence. Il y a une différence. Nous n'exigeons rien, a dit maman. Mais sa voix avait cette tension qui signifiait qu'elle s'énervait. Nous te demandons de considérer ce qui est le mieux pour la famille. De faire passer les besoins de mon frère avant les miens, comme je l'ai fait toute ma vie. Les mots sont sortis, avant que je ne puisse les retenir. La table est devenue d'un silence de mort. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé papa. Rien, ai-je répondu, parce que je n'avais pas l'intention de me lancer dans un débat sur 3 décennies de dynamique familiale, autour d'un rôti. Écoutez, je ne vais pas céder ma maison. Andrew doit trouver son propre chez-soi. C'est ce que font les gens. Les gens qui se soucient de leur famille s'entraident, a déclaré maman. S'entraider? Bien sûr, ai-je dit. J'aiderai Andrew à faire ses cartons. Je l'aiderai à déménager. Je l'aiderai même à peindre son nouvel endroit. Mais je ne lui donne pas ma maison. Tu es égoïste, a dit papa, d'un ton plat. Je suis égoïste, ai-je répété. C'est ça. Parce que je refuse de céder ce pourquoi j'ai travaillé des années à me payer. C'est égoïste. Tu as toujours été comme ça, a dit maman. Et il y avait une réelle déception dans sa voix. Depuis que tu es tout petit, à ne penser qu'à toi-même. Ça m'a vraiment piqué, ce qui était ridicule, parce que ce n'était pas vrai. Mais c'est fou comme vos parents peuvent encore vous atteindre, même quand vous avez 30 ans, et que vous devriez être au-dessus de ça. Je crois que je devrais y aller, ai-je dit, en me levant. Assieds-toi, a ordonné papa. Nous n'avons pas fini d'en discuter. Si, nous avons fini, ai-je répondu. Il n'y a rien à discuter. C'est ma maison. Je la garde. Fin de l'histoire. Pense-y au moins, a dit Andrew. C'est tout ce que nous demandons. Réfléchis-y. Je l'ai regardé. Vraiment? Je l'ai regardé en face. Il croyait sincèrement que c'était raisonnable. Que me demander d'abandonner ma maison, pour qu'il n'ait pas à galérer comme je l'avais fait, était une requête normale. Je vais y réfléchir, ai-je dit, et je suis sorti. Pendant tout le trajet du retour, je tremblais. Pas exactement de colère, mais plutôt à cause de l'audace pure et simple de ce qui venait de se passer. Il m'avait vraiment fait asseoir, offert à dîner, et m'avait demandé de céder ma maison comme si de rien n'était, comme si je devais être heureux de le faire. Je suis arrivé chez moi, et je suis resté assis dans mon allée pendant 20 minutes, à simplement fixer ma maison. Ma maison,
que j'avais acheté quand tout le monde disait que je n'en avais pas les moyens, que j'avais rénové moi-même, que j'avais transformé en quelque chose dont j'étais fier, et il voulait que je la donne à Andrew, parce qu'il en avait plus besoin. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte derrière moi, et je suis resté debout, au milieu de mon salon. Les parquets que j'avais poncés, les murs que j'avais peints, les étagères que j'avais construites. Chaque centimètre de cet endroit portait la marque de mon travail, de mon temps, de mon argent, de mes efforts. Ils pouvaient penser ce qu'ils voulaient. La réponse était non. Le lendemain, j'ai appelé un serrurier. J'ai fait changer toutes les serrures. La porte d'entrée, la porte arrière, la porte latérale, et même celle du garage. Ça m'a coûté 300 €, mais ça en valait la peine. Je sais comment fonctionne ma famille. Donnez-leur le bout du doigt, ils prendront le titre de propriété tout entier. Le serrurier était un homme d'un certain âge, nommé Frank. Il n'a posé aucune question, il a juste fait son travail. Il lui a fallu environ 3 heures, pour tout remplacer. J'ai gardé toutes les anciennes serrures dans une boîte, dans mon garage, au cas où j'aurais un jour besoin de prouver qu'elles avaient été changées. Pendant que Frank travaillait, je suis allé à la quincaillerie, et j'ai acheté un vrai panneau aux défenses d'entrée. Pas un de ces panneaux polis de propriété privée. Un grand panneau, à l'allure officielle, défense d'entrée, les contrevenants seront poursuivis. Le genre de panneau qui montre clairement qu'on ne plaisante pas. J'ai pris un poteau métallique pour ça, aussi. Quelque chose qu'on ne pourrait pas enlever facilement. Je l'ai monté juste au bout de mon allée, là où personne ne pouvait le rater. Je me suis assuré qu'il soit bien visible depuis la route. J'en ai même pris une photo avec mon téléphone, horodaté, juste pour avoir une preuve de l'heure à laquelle je l'ai installé. Ensuite, j'ai appelé ma banque, et j'ai bloqué mes comptes, au cas où. Il fallait mon autorisation verbale, pour toute transaction importante. J'ai appelé mon organisme de prêt hypothécaire, et j'ai mis un mot de passe sur mon compte. Ils se sont montrés étonnamment compréhensifs. Apparemment, je n'étais pas la première personne à appeler, pour des problèmes de drames familiaux. J'ai configuré une phrase secrète que personne ne pouvait deviner. Quelque chose de complètement aléatoire, qui n'avait rien à voir avec ma vie. J'ai appelé le bureau d'enregistrement du comté, et j'ai posé des questions sur les alertes à la fraude, pour les transferts de propriété. J'ai parlé à une employée nommée Patricia, qui avait visiblement déjà géré ce genre de situation. Elle m'a expliqué la procédure pour placer une alerte sur mon titre de propriété. En gros, si quelqu'un essayait de déposer des documents relatifs à ma propriété, je serais immédiatement prévenu. Ça a coûté 15 €. Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. J'ai également fouillé ma maison, et je me suis assuré d'avoir des documents pour tout. J'ai trouvé mes documents de clôture, mon acte de vente, mon assurance titre, et les papiers de mon hypothèque. J'ai tout mis dans un coffre-fort ignifuge, que j'ai acheté dans la même quincaillerie que le panneau. J'ai scanné des copies de chaque document, et je les ai téléchargés sur 3 services de stockage en nuages différents. Si quelque chose arrivait aux documents physiques, j'aurais des sauvegardes. J'ai changé le mot de passe de ma messagerie, de ma banque, de tous les comptes qui pouvaient être vulnérables. Je les ai tous rendus différents. Je les ai notés dans un carnet, que j'ai gardé dans ce même coffre-fort. J'ai vérifié mon dossier de crédit, pour m'assurer qu'il ne s'y passait rien d'étrange. Fondamentalement, j'ai verrouillé tout ce à quoi je pouvais penser, car je connais mes parents. S'ils pensent que quelque chose est pour le bien d'Andrew, ils feront tout ce qu'il faut. Et je n'avais pas l'intention de leur faciliter la tâche. Je n'ai eu de nouvelles de personne, pendant 2 jours. J'ai supposé qu'ils me laissaient de l'espace pour y réfléchir, comme Andrew l'avait suggéré. Puis, le mercredi, papa s'est présenté à ma porte. J'ai vu sa voiture se garer par la fenêtre, je l'ai regardé s'approcher de la porte, essayer son ancienne clé, avoir l'air confus quand elle n'a pas fonctionné, et frapper. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. De nouvelles serrures, a-t-il demandé. Ouais. Pourquoi? Ma maison, mes serrures, ai-je répondu. Il m'a dévisagé. Tu es sérieux à propos de tout ça? Mortellement sérieux. Tu penses vraiment que j'essaierai d'entrer sans ta permission? Je pense que tu ferais tout ce que tu juges nécessaire, pour aider Andrew, ai-je rétorqué. Donc oui, j'ai changé les serrures. Sa mâchoire s'est contractée. C'est ce que tu penses de ton propre père?
C'est ce que je sais de mon père, ai-je dit. En me basant sur 30 ans de preuves. Nous t'avons mieux élevé que ça, a-t-il dit. Tu m'as élevé à travailler pour ce que je veux, ai-je répondu. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé pour cette maison. Elle est à moi, et je la garde. Andrew a besoin de cette maison, a dit papa, et je pouvais entendre sa frustration monter. Il a un bébé qui arrive. Il a besoin de stabilité. Alors il aurait dû y penser, avant de mettre quelqu'un enceinte, alors qu'il vit dans une location qu'il a du mal à payer. J'ai ajouté, ce n'est pas mon problème. C'est ton fils, et c'est ma maison. Tu pourrais l'aider. Tu choisis de ne pas le faire. Je choisis de ne pas lui donner ma maison, ai-je corrigé. Ce n'est pas la même chose. Papa est resté silencieux pendant une seconde. Puis, il a dit, que faudrait-il pour que tu reconsidères ta décision? Rien. J'ai poursuivi, il n'y a rien que tu puisses m'offrir, qui me ferait donner ma maison à Andrew. Alors c'est ça. Tu vas juste laisser ton frère galérer. Andrew galère à cause des choix qu'il a faits. J'ai répondu, je ne suis pas responsable de réparer ça. La famille est censée s'entraider, a dit papa, pour environ la 10e fois depuis que toute cette affaire a commencé. Aider. Bien sûr, ai-je répondu. Mais il y a une limite, et cette limite, c'est ma maison. P. Papa a regardé le panneau aux défenses d'entrée au bout de mon allée, puis m'a regardé à nouveau. Tu penses vraiment que c'est nécessaire, a-t-il demandé. En me basant sur cette conversation, ouais. Il a secoué la tête. Tu as changé. Tu n'es pas le fils que j'ai élevé. Le fils que tu as élevé se serait écrasé, et aurait fait tout ce que tu voulais, ai-je dit. Alors ouais, je suppose que j'ai changé. Il est parti sans un mot de plus. Je l'ai regardé s'éloigner, puis j'ai fermé et verrouillé ma porte. Le prochain assaut est venu de maman. Elle m'a appelé le vendredi, en pleurant de vraies larmes, ou du moins ceux qui en avaient le son. Elle s'inquiétait pour le bébé. Elle se disait inquiète pour Andrew et Bethany. Inquiète pour leur avenir. Alors aidez-les, ai-je dit. Toi et papa avez de l'argent. Donnez-leur un acompte. Ce n'est pas si simple, a-t-elle répondu. C'est exactement aussi simple que ça. J'ai ajouté, vous voulez aider Andrew à avoir une maison. Aidez-le à en avoir une. Ne proposez pas d'offrir ma maison. Mais ta maison est parfaite pour eux, a-t-elle dit. C'est exactement ce dont ils ont besoin. Alors ils devraient en trouver une similaire. Tu es si froid à ce sujet, a-t-elle pleuré. Je suis réaliste, ai-je dit. J'ai 30 ans. Je possède une maison. Je ne vais pas l'abandonner parce qu'Andrew n'a pas planifié son avenir. Il essaie de planifier maintenant. Il essaie de bien faire les choses. Tant mieux pour lui, ai-je répondu. Il peut le faire sans ma maison. Elle a essayé pendant encore 20 minutes. La culpabilité, la manipulation, les larmes, tout le manuel y est passé. Je suis resté calme, je suis resté ferme, et finalement, elle a abandonné et m'a raccroché au nez. Andrew m'a envoyé un texto ce soir-là, un long message expliquant comment il m'avait toujours admiré, comment il savait que nous ne nous étions pas toujours bien entendus, mais qu'il pensait que nous avions dépassé cela, comment il voulait juste ce qu'il y avait de mieux pour son enfant. Il a dit qu'il paierait un loyer, si c'était ce que je voulais. Le transformer en situation de location, jusqu'à ce qu'il puisse me l'acheter. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Il n'allait pas vivre dans ma maison, avec ou sans loyer. Il n'allait pas me l'acheter. Il n'allait même pas s'en approcher. Le week-end a été calme. Puis, le lundi, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. Une femme, prétendant être avocate en droit immobilier, disait qu'elle aidait ma famille dans un transfert de propriété, et qu'elle avait besoin de vérifier certaines informations. Je lui ai dit que je ne transférais aucune propriété, et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai rappelé le bureau d'enregistrement du comté, et je me suis assuré à 100% que personne ne pourrait toucher à mon acte de propriété, sans ma signature physique, et 2 pièces d'identité. L'employé a été très serviable, probablement parce que je n'étais pas la première personne, devenue paranoïaque, à l'idée que sa famille essaie de voler sa propriété. Le mardi, Bethany s'est présentée, toute seule, cette fois-ci. Elle avait l'air fatiguée, effrayée, et est restée plantée sur mon porche, me demandant si nous pouvions parler.
Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé entrer. Je ne lui ai rien offert. Je l'ai juste laissé s'asseoir sur mon canapé, pendant que je restais près de la porte. Je sais que c'est bizarre, a-t-elle commencé. Toute cette situation. Bizarre est un mot pour le décrire, ai-je dit. Les parents d'Andrew, ils rendent les choses compliquées. Ils sont doués pour ça. Elle est restée silencieuse pendant une seconde. Puis, elle a dit, je ne savais pas qu'il allait te demander ta maison. Il m'a dit qu'on allait juste dîner. Quand ton père a commencé à parler, j'ai eu envie de disparaître. Tu aurais pu dire quelque chose. Je suis enceinte de 6 mois, de leur petit enfant, a-t-elle dit. Je ne suis pas exactement en position de m'opposer à la dynamique familiale. C'était un bon point. Écoute, a-t-elle repris, je comprends. Je comprends pourquoi tu as dit non. Si quelqu'un me demandait de renoncer à ma maison, je dirais non, moi aussi. Mais Andrew panique. Il pense qu'il sera un mauvais père, s'il ne peut pas fournir une maison. Plein de bons pères vivent dans des appartements, ai-je fait remarquer. Je le sais. Tu le sais. Mais ses parents l'ont convaincu qu'il a déjà échoué. Ça, c'est entre lui et eux, ai-je répondu. Je sais, a-t-elle dit. Elle a regardé autour de mon salon. C'est un très bel endroit. Tu as fait tout ça toi-même? La plus grande partie, oui. C'est impressionnant. Elle s'est levée. Je voulais juste te dire que je suis désolé pour l'embuscade au dîner, et pour tout ça. Ce n'est pas juste. Merci, ai-je dit. Nous trouverons une solution, a-t-elle ajouté. Sans ta maison. Elle est partie. En fait, je me suis senti un peu mal pour elle. Elle semblait correcte, juste prise au milieu d'un drame familial, qui existait bien avant son arrivée. Ça, c'était mardi. Le mercredi matin, je me suis réveillé, pour trouver la voiture de papa, garée au bout de mon allée. Il n'était pas dedans. J'ai regardé autour de moi, je ne l'ai pas vu, et puis, j'ai remarqué qu'il se tenait dans mon jardin, simplement debout là, à regarder ma maison. Je suis sorti par la porte arrière. Qu'est-ce que tu fais? Il s'est retourné. J'ai deviné ce que tu as payé pour cet endroit. J'ai vérifié les registres. Félicitations. J'ai aussi cherché ce que ça vaut, aujourd'hui. Tu as bien réussi. Merci. Andrew ne pourrait jamais se payer ça. Pas à la valeur actuelle. Je sais que tu le sais, et tu refuses toujours de l'aider. Je ne veux pas lui donner ma maison, ai-je précisé. Ce n'est pas la même chose que de ne pas l'aider. Quelle aide as-tu offerte, alors? A demandé papa. Aucune, ai-je admis, parce qu'il n'a pas demandé d'aide. Il a demandé ma maison. Ce sont des choses différentes. Papa s'est approché, a regardé mon toit, mon bardage, ma cour. Tu as mis beaucoup de travail dans cet endroit. C'est vrai. Ce serait dommage de voir tout ça gâché. Quelque chose dans son ton a déclenché mes radars. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis ça comme ça. Les maisons ont besoin d'entretien. Des choses peuvent arriver. Des tuyaux éclatent, des toits fuient, des incendies électriques. Je l'ai fixé du regard. Est-ce que tu menaces ma maison? Je ne menace rien, a-t-il dit. Je dis juste que des choses arrivent, surtout quand les gens sont têtus. Sors d'ici, lui ai-je lancé. C'est ma propriété. Tu es en violation de domicile. Par maintenant. Nous sommes restés là pendant une longue minute. Puis, il a secoué la tête, et est retourné à sa voiture. Je l'ai regardé s'éloigner, puis, j'ai immédiatement appelé ma compagnie d'assurance, et j'ai doublé ma couverture habitation. J'ai appelé une société de sécurité, et j'ai fait installer des caméras. Porte d'entrée, porte arrière, allée, la totale. Ça m'a coûté 800 € pour un bon système, mais je m'en fichais. Ce soir-là, j'ai parcouru ma maison et j'ai tout photographié. Chaque pièce, chaque meuble, chaque détail, et j'ai tout téléchargé sur le cloud. Si quelque chose arrivait à ma maison, je voulais des preuves. J'ai aussi appelé mon pote Kevin, qui est flic, et je lui ai expliqué la situation. Il a dit que si quoi que ce soit arrivait, je devais l'appeler immédiatement. Il a également suggéré que je garde des traces de toutes les communications avec ma famille. Alors, j'ai commencé un dossier.
Le jeudi a été calme. Le vendredi aussi. J'ai commencé à me dire qu'ils avaient peut-être, enfin, compris le message. Puis, le samedi matin, j'ai reçu un appel d'Andrew. Pas un texto, un appel. C'était la première fois qu'il essayait vraiment de me parler, depuis le dîner. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Je l'ai écouté plus tard. Il avait l'air démoli. Il disait comprendre que j'étais en colère. Il disait qu'il avait saisi. Qu'il était désolé de la façon dont les choses s'étaient passées. Que sa petite amie pleurait. Que ses parents étaient sur son dos, et qu'il ne savait plus quoi faire. Qu'on pourrait peut-être trouver un arrangement. Est-ce que je pouvais juste le rappeler, s'il te plaît? Je l'ai supprimé. Je me suis senti un peu mal de le faire, mais pas assez pour le rappeler. Le dimanche, maman a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal, elle aussi, mais je ne l'ai pas écouté. Quoi qu'elle ait eu à dire, je n'avais pas besoin de l'entendre. Lundi, j'ai reçu une lettre recommandée d'un cabinet d'avocats. Mon estomac s'est noué quand je l'ai vue. Je l'ai ouverte. C'était une lettre demandant une médiation, concernant un litige de propriété familiale. En gros, ils avaient engagé un avocat, pour essayer de me forcer à une médiation familiale, au sujet de la maison. La lettre était pleine de jargon juridique, mais l'essentiel était clair. Ils voulaient qu'un médiateur décide de ce qui était juste pour tout le monde. J'ai appelé mon propre avocat. Le type que j'avais engagé quand j'avais acheté la maison, et je lui ai expliqué la situation. Il a ri, ce qui m'a fait me sentir mieux. Ils peuvent demander une médiation tant qu'ils veulent, a-t-il dit. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. C'est votre maison, votre propriété, votre décision. À moins qu'ils ne revendiquent un intérêt légal sur celle-ci, ce qui n'est pas le cas, ils ne peuvent rien faire. Donc, je l'ignore, tout simplement, ai-je demandé. Ouais. Ou mieux encore, laissez-moi leur envoyer une lettre, pour leur dire de reculer. Ça vous coûtera peut-être quelques centaines d'euros, mais ça montrera clairement que vous êtes sérieux. Faites-le, ai-je répondu. Il a envoyé la lettre, l'après-midi même. Ferme, mais poli. Elle disait, en substance, que je n'avais aucun intérêt pour une médiation. Que la propriété m'appartenait exclusivement, et que tout harcèlement supplémentaire, serait considéré comme un motif pour une ordonnance d'éloignement. Je n'ai rien entendu pendant 3 jours. Puis, jeudi soir, on a sonné à ma porte à 23 heures. J'ai vérifié la caméra. C'était Andrew, debout sur mon porche, avec une mine affreuse. Je n'ai pas ouvert la porte, j'ai juste parlé à travers l'interphone de la caméra. « Qu'est-ce que tu veux ? » Juste parler, a-t-il dit. « S'il te plaît. » Il est 23 heures. Je sais. Je suis désolé. Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux entrer ? Non. Il a regardé la caméra. Je ne suis pas là pour me disputer. Je veux juste qu'on parle, de frère à frère. Je suis resté là, 1 minute, à le regarder à travers l'écran de mon téléphone. Il avait vraiment l'air terrible, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Tu as 5 minutes, ai-je dit, et j'ai ouvert la porte. Il est entré, s'est assis sur le bord de mon canapé, comme s'il avait peur de s'y installer confortablement. Je suis resté debout. Bethany panique, a-t-il commencé. Elle pense que le bébé va arriver, et qu'on n'aura nulle part où la mettre. Vous avez un appartement, ai-je rappelé. C'est une pièce. On est en train de convertir le salon, mais ce n'est pas ce qu'elle s'était imaginé. La ville est rarement, ai-je rétorqué. Je sais que j'ai merdé, a-t-il avoué. Je sais que j'aurais dû économiser plus, mieux planifier, mais je ne peux pas revenir en arrière pour arranger ça. J'essaie de trouver quoi faire, pour aller de l'avant. Bien, ai-je dit. C'est ce que font les adultes. Je pensais que tu m'aiderais, a-t-il dit doucement. Je t'aurais aidé, ai-je répondu, si tu m'avais demandé de l'aide réelle. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as demandé ma maison. Maman et papa ont dit. Je me fiche de ce qu'ils ont dit. Je l'ai coupé. C'est entre toi et moi. Et tu t'es pointé à ce dîner, sachant ce qu'ils allaient me demander. Tu es resté assis là, et tu les as laissés me demander de céder ma maison. Tu n'as rien dit. Tu ne m'as pas défendu. Tu n'as pas dit que c'était trop.
Tu es juste resté assis là, en espérant que je dirais oui. Il ne l'a pas nié. J'ai travaillé pour cette maison, ai-je repris. J'ai cumulé 2 emplois. J'ai vécu dans des appartements miteux. J'ai conduit une voiture qui roulait à peine. J'ai économisé chaque euro. Et tu sais ce que je n'ai pas fait? Je n'ai demandé à personne de me donner quoi que ce soit. Je l'ai fait moi-même, parce que c'est ce qu'il faut faire. Tout le monde n'est pas comme toi, a-t-il dit. Non, ai-je convenu. Certaines personnes veulent qu'on leur serve tout sur un plateau. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai vraiment ri. Tu veux parler de ce qui est juste? D'accord. Était-ce juste que maman et papa paient pour ton université, pendant que je travaillais à temps plein pour la mienne? Était-ce juste que tu reçoives une nouvelle voiture, pendant que je conduisais une berline rouillée? Était-ce juste que tu vives à la maison, sans payer de loyer, à 4 reprises, alors que j'ai payé mes propres dépenses, à partir de 18 ans? Est-ce qu'un seul de ces trucs était juste? Il n'a pas répondu. Je ne m'en suis jamais plaint, ai-je continué. Je ne leur ai jamais demandé d'équilibrer les choses. J'ai juste accepté que ce soit comme ça, et j'ai travaillé plus dur. Mais maintenant, tu veux ma maison, et soudain, ce qui est juste a de l'importance. Je ne savais pas que tu ressentais ça, a-t-il dit. Parce que tu n'as jamais posé la question, ai-je répondu. Tu n'as jamais eu à y penser, parce que tout a toujours fonctionné pour toi. Maman et papa s'en sont toujours assurés. Mais, cette fois, ils ne peuvent pas te donner ce que tu veux, car ce n'est pas à eux de le donner. C'est à moi. Il est resté silencieux un long moment. Puis, il a dit, et si je le gagnais? Et si je te le payais? À la juste valeur du marché, sur le long terme. Non. Tu n'y as même pas réfléchi. Pas besoin, ai-je répondu. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire, a-t-il demandé, et il avait vraiment l'air perdu. Ce que tout le monde fait, ai-je dit. Trouve un endroit que tu peux te permettre. Signe un bail, ou obtiens un prêt hypothécaire. Débrouille-toi. Sois un père, dans n'importe quel espace que tu as. Arrête d'attendre que quelqu'un te remette la situation parfaite entre les mains. Bethany ira bien. Les femmes ont des bébés dans des situations bien pires qu'un appartement d'une chambre. Vous trouverez une solution, mais vous la trouverez, sans ma maison. Il s'est levé. Tu ne vas vraiment pas bouger là-dessus. Non. Maman et papa ont raison sur ton compte, a-t-il dit. Tu es égoïste. Si veiller sur moi-même, c'est être égoïste, alors oui, je suis égoïste, ai-je dit. C'est mieux que de se croire tout permis. Il est parti. Il n'a pas claqué la porte, ni rien fait de dramatique. Il est juste parti. J'ai verrouillé la porte derrière lui, j'ai vérifié toutes les caméras, et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 12 appels manqués de maman. 12. Je n'ai pas rappelé. J'ai pensé que si c'était une véritable urgence, elle laisserait un message vocal. Elle l'a fait. 3 messages. Tous des variantes du même message. Comment pouvais-je être aussi cruel envers mon frère? Est-ce que je ne me souciais pas de ma famille? Qu'est-ce qui clochait chez moi? Je les ai tous supprimés. Cet après-midi-là, papa s'est encore pointé. Je l'ai regardé à travers la caméra, debout sur mon porche, en train de sonner à la porte. Je n'ai pas répondu. Il a sonné 6 fois de plus, puis a commencé à frapper. Je suis resté assis sur mon canapé, à le regarder sur l'écran de mon téléphone, et je n'ai pas bougé. Il est finalement parti, au bout de 10 minutes, et m'a envoyé un texto, 1 heure plus tard. Ce n'est pas fini. J'ai bloqué son numéro, j'ai bloqué celui de maman, et celui d'Andrew aussi. S'il voulait me joindre, il pourrait envoyer une lettre. Mais j'en avais fini avec les appels téléphoniques, les voyages de culpabilité, et la manipulation. Les semaines suivantes ont été calmes. Personne ne s'est présenté. Personne n'a envoyé de lettre. Je me suis dit qu'ils avaient enfin accepté la réalité, et étaient passés à autre chose. Puis, j'ai reçu une notification du bureau d'enregistrement du comté. Quelqu'un avait demandé des copies de mon titre de propriété. Le système d'alerte que j'avais mis en place, fonctionnait. J'ai rappelé Patricia, et je lui ai demandé qui avait fait la demande. Mon père.
J'ai appelé mon avocat immédiatement. Il a envoyé une autre lettre, celle-ci beaucoup moins polie. Elle menaçait de porter plainte pour harcèlement, s'il ne reculait pas. Elle mentionnait également que toute tentative de transfert frauduleux de propriété entraînerait des poursuites pénales. Cela a semblé fonctionner. Les demandes se sont arrêtées. 2 jours avant le déménagement d'Andrew, je suis rentré du travail, pour trouver ma mère assise dans sa voiture, au bout de mon allée. Elle n'essayait pas d'entrer, elle était juste assise là, à observer ma maison. Je me suis engagé, je me suis garé dans mon garage, et je suis rentré à l'intérieur, sans lui prêter attention. Elle est restée là pendant 2 heures. Je la regardais sur la caméra de mon allée, simplement assise dans sa voiture, à fixer ma maison, comme si cela allait changer quelque chose. Finalement, elle est partie. Le jour où Andrew a emménagé dans son nouveau logement, j'ai reçu un texto de groupe, pas de lui, mais de maman. Des photos de leur nouvel appartement, de la chambre du bébé à moitié installée, des cartons partout. Le message disait « Le nouveau foyer d'Andrew ». Tellement fier de lui, pour avoir accompli cela tout seul. Les majuscules étaient intentionnelles. Je n'ai pas répondu, j'ai juste mis la conversation de groupe en sourdine. Quand le bébé est né, 3 mois plus tard, j'ai reçu un autre texto de groupe avec une photo. Je l'ai regardé pendant environ 5 secondes. Le bébé ressemblait à n'importe quel autre nouveau-né, tout rouge et ridé. Puis, j'ai répondu félicitations, et j'ai quitté complètement la conversation. Maman m'a envoyé un message, 1 semaine après la naissance. Elle disait que je devais venir rencontrer ma nièce. Elle disait que la famille était importante, surtout maintenant. Que c'était peut-être le moment de laisser tout ça derrière nous. Qu'ils organisaient une petite réunion ce dimanche-là, pour la famille proche, à 14 heures. Que je devrais venir. Je n'ai pas répondu. Dimanche, à 14 heures, j'étais chez Home Depot, en train d'acheter des fournitures pour la rénovation de ma salle de bain. J'ai vu les appels manquer plus tard. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. 1 mois plus tard, je suis tombé sur Andrew à l'épicerie. Je lui suis littéralement presque rentré dedans, dans le rayon des fruits et légumes. Il portait le bébé dans un de ses porte-bébés, attaché à sa poitrine. Elle était minuscule, endormie, et portait un bonnet rose. Nous nous sommes dévisagés pendant 1 seconde. « Salut » a-t-il dit. « Salut. » Silence gêné. Il a déplacé son poids, et le bébé a fait de petits bruits de sommeil. « Elle est mignonne » ai-je dit, parce que ça semblait être la chose à dire. « Merci. » Il a ajusté le porte-bébé. « Écoute, je sais que les choses sont bizarres, mais... » « Je dois y aller » ai-je lâché. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai attrapé les pommes dont j'avais besoin, et je me suis dirigé vers un autre rayon du magasin. Je l'ai entendu appeler mon nom, 1 seule fois. J'ai continué à marcher. J'ai fini mes courses. Je suis rentré chez moi. Je n'y ai plus repensé. 2 semaines plus tard, Bethany s'est présentée à ma porte. Seule, cette fois. Pas de bébé. Je l'ai vu sur la caméra, je l'ai reconnu, et j'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose m'a poussé à ouvrir la porte. Je ne l'ai pas invitée à entrer, cependant. Je suis juste resté sur le pas de la porte. « Qu'est-ce que tu veux » ai-je demandé. « 5 minutes » a-t-elle dit. C'est tout. J'ai regardé ma montre. Le chrono commence maintenant. Andrew est misérable a-t-elle commencé. Il sait qu'il a merdé. Il sait que ses parents ont merdé. Il veut s'excuser, mais il ne sait pas comment. Ce n'est pas mon problème. Je comprends, a-t-elle dit. Je comprends pourquoi tu en as fini avec eux, avec tout ça, mais le bébé, ta nièce, elle n'a rien fait de mal. Je n'ai jamais dit le contraire. Elle va grandir sans connaître son oncle. C'est triste. Beaucoup d'enfants grandissent sans connaître certains membres de leur famille, ai-je répondu. Elle survivra. Bethany m'a regardé pendant un long moment. Tu ne vas vraiment pas bouger là-dessus, n'est-ce pas? Non. Même pas pour un bébé. Surtout pas pour un bébé, ai-je rétorqué. Parce que si je cède maintenant, ça crée un précédent. La prochaine fois qu'ils auront besoin de quelque chose, ils l'utiliseront à nouveau comme moyen de pression. Non, merci. C'est plutôt froid. C'est plutôt intelligent, ai-je corrigé.
J'ai appris il y a longtemps, que ma famille prendra tout ce que je leur donne, et en demandera plus, alors, je ne leur donne rien. Elle a hoché la tête lentement. D'accord, j'ai essayé. C'est vrai. Elle s'est retournée pour partir, puis s'est arrêtée. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as raison sur toute la ligne. Ce qu'ils t'ont demandé de faire était faux. J'aurais dit non, moi aussi. Merci, ai-je répondu. Mais Andrew est un bon père, et cet appartement est très bien. Le bébé est heureux. On s'en sort. C'est bien, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Je suis content que ça se soit arrangé. Elle est partie.